match numéro 5. Eh, ça avance, ça avance. Guingamp se déplace demain à Ajaccio. Nous allons envoyer notre Gaëtan en Corse avec ses bagages, son ordinateur et son micro à la guingampaise. Tout est prêt, les valises Oui, sont bien calées? ouais, tout est prêt. Prêt à partir. Voilà, plus qu'à prendre le train, puis l'avion et Ah ensuite oui. à décoller à Ajaccio. Ah, c'est les périples. Vie ma vie de journaliste. Vous voyez les thèmes en bas de l'écran. On va parler de ce terrible contraste domicile-extérieur pour le Guingamp de Dumont depuis 2 ans surtout, mais on va même revoir que depuis la relégation, il y a une forte tendance à ce que les résultats soient meilleurs en déplacement. Gaëtan, tu vas nous présenter aussi l'équipe d'Ajaccio Oui. pour que nos auditeurs et téléspectateurs aient toutes les clés en main avant le match de samedi. On vous diffusera également les premières minutes du podcast consacré au match Concarneau-Guingamp. C'est notre série de podcasts consacrée à l'épopée 2014, il y a 10 ans. Et ne ratez pas cet épisode qui va sortir ce week-end. Là, on va vous passer les premières minutes, allez, les 5 premières minutes du podcast enregistré avec Cédric Forêt, l'attaquant de Guingamp ce soir-là, et Stéphane Quimper, défenseur de Concarneau aussi, qui est passé après à Guingamp et qui jouera contre nous avec Ajaccio. Demain, on vous présentera aussi un maillot qui rassemble un peu nos thèmes du jour, la Coupe de France 2014 et Ajaccio, la rubrique vintage. Et là, on l'attend. Moi, je l'attends. Gaëtan, est-ce que tu peux nous Ouais. raconter en 2 mots, 2 phrases, ce qui nous attend dans la rubrique vintage aujourd'hui? Eh ben, on va à la rencontre de Georges Cadieux qui va se remémorer un match d'il y a 25 ans, un peu plus même, ouais, environ 25 ans. Un certain match où Guingamp avait terminé à 9 contre 11 à domicile. C'était la dernière fois avant ce Guingamp-Annecy de la semaine dernière. Là, c'était un match contre Guignon. On se replongera dans la fin du siècle précédent avec Georges Cadieux. Des anecdotes croustillantes évidemment à dévorer. Et puis, on dégustera un petit café, comme ça, tu vois, le placement de produit il est beau, Voilà. avec notre belle tasse. J'ai jamais bu des cafés aussi bons, c'est top. On terminera par le quiz, le challenge Profit Roll. On rappelle, on est à un partout hein, dans le quiz. Ouais. Ça fait 2 matchs nuls de suite entre nous. On n'arrive pas à se départager. On s'aime trop, on s'adore trop. Je pense que C'est pas ça doit facile. être pour ça. On va pas trahir de secret. On commence donc par ce Guingamp, Gaëtan, Ouais. domicile extérieur, que se passe-t-il? Alors, on peut dire peut-être que c'est de la faute au commentateur, celui qui est à domicile et l'autre à l'extérieur. Ouais. Mais bon, j'étais à Saint-Étienne, j'ai gagné, tu vois. Donc, je ne sais pas si c'est une question de ça. Mais j'ai été Ouais, à Angers, j'ai perdu. voilà. Tu peux le dire aussi, tu peux le dire aussi. Mais non, plus sérieusement, comment essayer d'expliquer, là on est à froid après Guingamp-Annecy, que le Guingamp qui maîtrise globalement bien ses matchs, qui est régulier, qui ne s'écroule jamais à l'extérieur, ait autant de failles mentales à domicile. On l'a vu contre Rodez en première période, on l'a vu incapable de forcer le verrou concarnois ou parisien aussi en décembre. Et là, la manière dont on s'est écroulé, je dirais mentalement, mais nerveusement aussi, contre Annecy samedi dernier. Comment toi, tu peux essayer de l'expliquer? Ouais, c'est très étonnant et il y a surtout des erreurs aussi hein, qui sont commises et à domicile mais qui ne sont pas commises à l'extérieur. On pense évidemment à cette erreur de Donatien Gomis qui amène le pénalty et le carton rouge face à Annecy alors que Guingamp maîtrise son premier quart d'heure, est plutôt emballant. Il y a eu les premières occasions qui étaient arrivées avec Mehdi Merguem notamment. Erreur commise là alors qu'il n'y a pas de danger particulier en plus à ce moment-là du match. Contre Rodez, c'est un peu pareil, hein. Il y a aussi des erreurs commises au niveau du placement notamment. C'est assez étrange parce qu'en effet, à l'extérieur, on ne retrouve pas ces lacunes-là. Ou en tout cas, beaucoup moins. Alors, ça peut arriver évidemment avec. Bon, il y a Par, Basilio qui nous a fait une demi-cagade à Auxerre, ouais, sans ouais, c'est ça. conséquence. Par séquence, il peut y avoir en effet quelques erreurs, mais globalement, on les retrouve pas à l'extérieur, ces erreurs-là. Donc, c'est vraiment étonnant. Je crois pas que ce soit non plus le roue-de-roue, l'ambiance, l'atmosphère qui inhibe les joueurs. J'ai pas ce sentiment-là non plus. D'ailleurs, il n'aurait pas marqué 3 buts non plus contre Rodez Ouais. si c'était le cas. Donc non, c'est vraiment étonnant. Peut-être l'envie de trop bien faire aussi à domicile qui effraie un petit peu tout le monde par moment, qui fait un petit peu perdre la lucidité. Je ne sais pas, mais c'est vraiment très étonnant. En tout cas, ouais, ce contraste-là, cette différence en termes de points et en termes de prestations aussi, parce qu'en effet, ces erreurs-là, on ne les voit pas en déplacement ou très peu.
tentative d'explication, on peut même dire autopsie de ces problèmes par Stéphane Dumont. Écoutez, ça dure 2 minutes. C'était avec toi, Gaëtan, à notre micro en zone mixte. On va parler ensuite de 2, 3 points qu'il aborde dans cette interview-là. Mais on fait des erreurs, des grossières erreurs, et aujourd'hui, voilà, c'est factuel sur un plan mental, sur un plan émotionnel, notamment quand on joue ici, on est défaillant. Voilà. Donc il faut qu'on fasse mieux. Voilà. C'est dur parce qu'aujourd'hui on a fini à 9. Les joueurs ont l'état d'esprit pour se battre, pour mouiller le maillot, pour faire en sorte de finir fatigué. Mais par contre, en termes de mentalité, en termes de leadership, aujourd'hui on doit faire mieux sur un plan mental. Et aujourd'hui, il y a les joueurs majeurs, notamment, doivent être aussi capables d'être sur un plan purement mental mieux que ça. Voilà. Donc, à nous de faire en sorte que cette défaite un peu salée nous permet d'être meilleurs par la suite. Voilà. À nous, staff y compris, les joueurs, parce qu'à domicile aujourd'hui, sur un plan purement mental, sur un plan purement des émotions, je ne sais pas si c'est la peur de mal faire ou l'envie de trop bien faire, mais en tout cas le dosage n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, c'est pas une question de foot, c'est une question de mental. Et aujourd'hui, à domicile, ça fait 4 matchs où c'est, notamment sur les 4 derniers matchs, où dans la gestion des émotions, les scénarios partent dans tous les sens, entre Rodez, entre là, et les matchs qu'on a perdu 1-0, là où on a la main mise sur le match et on est sanctionné, penalty par exemple contre le PFC, on prend trop de pénaux, mais on fait trop d'erreurs. Non, c'est pas le hasard. Non, je le répète tous les week-ends, je le répète, mais il faut qu'on trouve des solutions, nous y compris, et je pense qu'elles sont liées surtout sur un plan mental. Voilà, aujourd'hui, c'est pas une question de foot. Voilà, par contre, de faire des erreurs dans des moments importants, de faire des erreurs et de subir des choses très peu de fois et de les concéder, de manière offensive, d'avoir raté des pénaltys dans des moments importants ici, c'est la gestion des émotions. Et aujourd'hui, là-dedans, on doit mieux faire. Donc il faut qu'on soit capable d'y remédier, d'avancer, toujours, même si c'est pas évident. Mais c'est aussi le lot du sport de haut niveau. Et aujourd'hui, voilà, le talent individuel et collectif, c'est pas simplement les pieds, la technique, la tactique, courir, c'est aussi le mental. Et aujourd'hui, à domicile, on est défaillant. Alors, vous savez, quand il y a une intervention d'un joueur ou d'un entraîneur, alors parfois on se contente de ce qu'on écoute, mais il y a parfois aussi des indices sur lesquels on peut un peu appuyer. Là, on a noté 3 choses là-dedans, Gaëtan, c'est leadership des joueurs majeurs. Il pointe ça. Et c'est vrai que on en a déjà parlé dans avant-match ou autre. C'est le mot qui me vient tout le temps, c'est le manque de charisme un petit peu parfois. Pas forcément de caractère, mais de charisme. On a du mal à avoir, tu vois, des leaders je sais pas, qui engueulent un bon coup. Et pourtant, on a vu à 2-0 contre Annecy, un petit conciliabule là, qui s'est formé devant le rond central, Dylan Louisière qui a rameuté les troupes. Voilà, pour se dire, bon, certainement, on ne peut pas continuer sur cette lignée-là. Et voilà, essayer justement de sonner de la révolte un petit peu chez tout le monde. Donc, ça partait plutôt de cette idée-là, justement, de caractère, charisme, en tout cas de leadership provenant de Dylan Louisière. Bon, ça a été suivi des faits sur une partie du match, notamment pour revenir à 2-1. Mais c'est vrai que globalement, ça manque de ça. Stéphane Dumont l'a souligné plusieurs fois depuis le début de la saison. Et même un peu l'année dernière. Et même, depuis les départs des Mchangama, Pierrot, même Gomis, qui même s'il ne faisait pas des gros matchs, était un petit peu, on le sentait, un leader par l'exemple. On sentait que c'était un peu un guide pour les plus jeunes. Ça manque peut-être un peu. Bah ouais, on n'en trouve pas vraiment. Et c'est étonnant parce qu'il y a des joueurs dont on pourrait penser qu'ils auraient plus ce côté-là. Pierre Lemonnier, par exemple. C'est maintenant aussi un gars un petit peu expérimenté. Il a une 50aine de matchs en Ligue 2. Il a plusieurs saisons entre National Ligue 2, justement, donc à ces niveaux-là. Il était capitaine au Mans, il me semble. Il était capitaine au Mans. Et c'est un joueur qui est aligné très souvent. Donc, on pourrait penser que ça viendrait un peu plus de lui. Pas forcément. Je pense qu'il est quand même dans ces joueurs-là, à l'image de Louisière dont on parlait il y a un instant, à essayer aussi de sonner la révolte. Mais ouais, en fait, ça en manque un petit peu chez tous les joueurs dont on pourrait attendre ce côté-là. Déjà Lemonnier, bon, Dylan Louisière, qui on a à nouveau Civis. Maxime Civis, voilà.
Bon, c'est vrai que ça manque un petit peu peut-être de grognard là, un petit peu dans l'équipe pour aller de temps en temps, en effet, soulever des montagnes, en tout cas rebooster tout le monde de ce point de vue-là. Ouais, c'est ce qui manque depuis quelques mois quand même maintenant. Et puis, bon, il y a un joueur, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui cristallise un petit peu cette manière étonnante un peu de s'effondrer à domicile. On a parlé depuis le début de saison de lui en bien, parce que c'était Ouais, mérité, c'est Donatien Gomis. Mais quand on ouais, regarde les 3 derniers matchs en Ligue 2 à domicile, il y a Concarneau, où le but de Concarneau est issu d'une de ses erreurs. Contre Rodez, il fait une première période très compliquée. Il concède le péno du 3-3 notamment. mm, Et là, pareil, l'autre jour, péno concédé, carton rouge, parce que c'est annulation d'occasion de but. Il n'a joué qu'un seul ouais. quart d'heure. Et écoutez, on revient un petit peu sur le match à Auxerre. Gaëtan, c'est toi qui avais rencontré Oui, Donatien Gomis. Bah, lui aussi, il était un peu conscient que contre Rodez, il s'était raté. Oui, bien sûr que c'était un peu plus maîtrisé qu'à Rodez. À Rodez, on a fait pas mal d'erreurs. Pour ma part, j'en ai fait plusieurs aussi. Donc voilà, est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est une vérité de la saison? On le saura un peu plus tard. C'est comme Basilio, on a parlé de ouais. son cas aussi, qui est moins décisif. Et lui le disait aussi à ton micro, hein, Ouais, après ouais, c'est vrai. le match. C'est Bah tiens, on ça. va l'écouter aussi. On l'écoute, Enzo Ah bon. Basilio. Allons-y. Le truc, c'est que d'une semaine à l'autre, c'est un peu les montagnes russes parce qu'on sort de ce match à Auxerre où on a la sensation d'être très solide et on peut même espérer mieux là-bas. On fait un match cohérent à Quevilly et les semaines d'après à domicile, il y a Rodez, il y a ce soir. Donc il y a deux visages. Il y a deux visages. Est-ce que toi, dans ton rôle de gardien, tu te sens parfois aussi un peu impuissant face à ce genre de rencontre ce soir, contre Rodez aussi, il y a quelques jours? Ouais, c'est sûr. Après, c'est une période un peu plus compliquée où je suis pas très très décisif à la maison, notamment. Dans ces situations-là, faut faire en sorte que cette spirale dure le moins longtemps possible et se réfugier dans le travail. Le truc, c'est que la semaine dernière, on sort de ce match, il y a ce double arrêt qui derrière on égalise, donc on a la sensation de servir à quelque chose. Ce soir, non. Euh, bah, Là, c'est oublier ce soir, demain, et se replonger dans le travail dès lundi, parce que il y a un match qui arrive samedi prochain, et voilà, toutes les semaines, c'est ça. Et on a la chance de pouvoir jouer tous les week-ends. Tous les week-ends, il y a des points en jeu, et faut vite se remettre la tête à l'endroit pour aller chercher des points. Voilà, ce sont les joueurs qui parlent le mieux de leurs prestations et c'est pour ça que c'est ce qu'on dit toujours. Alors, les gens critiquent, etc. Nous, on est chargé aussi de pointer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais les premiers impliqués, ce sont les joueurs et ce sont eux qui sont conscients, surtout quand ça ne va pas. Staff aussi, parce qu'on a entendu Stéphane Dumont, je crois le dire à 2 reprises dans son intervention de tout à l'heure, trouver des solutions, staff compris. On sent qu'il y a un peu une impuissance là en ce moment à domicile. On n'arrive pas à trouver les clés parce que Dumont, dans ses points presse d'avant-match et surtout d'après-match, il cerne bien les problèmes. Franchement, Oui, c'est un oui. plaisir de débriefer, parce que quand c'est pas bien, il le dit. Il est même parfois plus cruel que nous dans nos analyses. Enfin, plus cruel, plus Saignant. sec, plus saignant, voilà. Mais le problème, c'est qu'ensuite, on n'arrive pas à basculer, à résoudre Ouais. certains problèmes. On parlait de la spontanéité, c'est mieux depuis quelques temps, mais là, on a perdu défensivement. Alors, on sent aussi que le staff est en train de chercher des trucs, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire pour le Roudourou, Gaëtan? On parlait de démarabouter le Roudourou. Ouais. Qu'est-ce qu'on C'est peut vrai que c'est faire? bizarre parce qu'on parlait par exemple de Donatien Gomis. Il y a ces deux matchs, là, Rodez et Annecy, où effectivement il est en difficulté. Entre les deux, il y a Auxerre où il sort un super match, où il Mhm. éteint avec Lemonnier et avec ses coéquipiers l'attaque d'Auxerre, mais où il a vraiment été très bon. Donc, c'est vrai que les prestations à domicile, les performances, les résultats marquent un peu des limites. Et d'un autre côté, on se dit, mais c'est pas forcément des limites non plus, puisqu'à l'extérieur, elles n'existent pas, ces limites. Donc, pourquoi elles existeraient à Roudourou uniquement? C'est très bizarre. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, justement, parce que bon, et nous, c'est notre rôle, on en parle aussi, mais est-ce qu'il ne faut pas justement essayer de se détacher un peu de tout ça, oui, la série à Roudourou qui est difficile, manque de victoire, le bilan à domicile qui est compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas se détacher justement de tout ça pour se laisser un peu, ouais, voler des ailes à la maison et se libérer? C'est peut-être ça aussi, enlever ça un peu du discours, justement, cette difficulté à domicile. C'est peut-être, ça passe peut-être par là, en tout cas. Alors, est-ce que c'est la clé ou l'une des clés? Je ne sais pas, Mhm. mais ça passe peut-être par là, en effet.
Voilà, on fait plus d'émissions, on n'en parle plus. Non, alors, on va en parler là maintenant, on va vous donner des chiffres, des stats, Ouais, bah oui. etc. Parce que bon, malheureusement, ça fait une victoire sur les 8 derniers matchs à Roudourou, toutes compétitions confondues, ça fait même 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs pour Guingamp, avec pas mal de buts encaissés, 2 contre Rennes, 3 contre Rodez, 4 contre Annecy. Et puis regardez aussi en bas de votre écran, on en parlait en zone mixte l'autre jour, sur les 5 saisons depuis le retour de Guingamp en Ligue 2, 4 fois, en comptant celle-ci, Guingamp a des meilleurs résultats à l'extérieur plutôt qu'à domicile. C'était arrivé en 19-20. On se souvient notamment de très grosses victoires à l'extérieur, 3-0 au PFC, 5-1 à Chambly, j'en oublie un autre aussi à 5-1 à Châteauroux. Châteauroux. Ouais, voilà, 20-21, c'était pareil. Alors là, on pouvait quand même avoir l'argument Covid huis clos, parce que le Guingamp de Bazdarevic et surtout Bompard avaient construit leur fin de saison sur des grosses victoires à l'extérieur, à Ajaccio, à Valenciennes, à Niort aussi en fin de saison où ça servait plus à grand chose, mais on avait gagné quand même. Et puis regardez sous Dumont, la première saison de Dumont, Guingamp est un peu meilleur à domicile en termes de classement, 6e à domicile, 8e à l'extérieur, notamment à la faveur d'une belle série en fin de saison. Par contre, quand on regarde Gaëtan depuis la saison dernière, l'an passé, c'est quasiment les mêmes chiffres, hein. Cette saison, on est 16e à domicile, 3e à l'extérieur. La saison dernière, 17e à domicile, 3e à l'extérieur. Et regardez, moi, ce sont les défaites. 8 défaites en 19 matchs l'année dernière. Donc, c'est quasiment un match sur 2 perdu, ou presque, pour les Guingampais. Et cette saison, 4 défaites en 11 matchs. Et ce qui est bizarre, t'en parlais l'autre jour en zone mixte, c'est qu'à domicile, on avait bien commencé quand même. Alors, il y a eu Dunkerque, et après, il y a eu des grosses victoires, etc. Après, il y a eu le 4-0 contre Pau, le 3-0 contre Ajaccio. Il y a eu une petite série de nuls, Bordeaux, QRM, Grenoble, mais derrière, ça a été rattrapé quand même par la belle victoire contre Auxerre. Donc on se dit que bon, oui, il y avait une série de nuls, mais Guingamp restait sur une série d'invincibilité à domicile pendant assez longtemps. Puis c'est vrai que ça s'est écroulé alors sur des matchs qui parfois ne méritaient pas forcément de basculer pour l'adversaire, mais il n'empêche que ils ont basculé quand même pour le Paris Mais FC. tu te souviens, alors là, ça fait un peu le mec qui se la joue, mais tu sais, c'est QRM qui égalise à 93e. Et au commentaire, moi, je dis, avant le coup franc, je dis, c'est là, les équipes qui jouent le haut de tableau, elles prennent pas de but là, elles prennent pas de but à ce moment-là, elles font pas la faute, etc. Et bim, but. Donc j'espère qu'en fin de saison, on reparlera de ce coup franc-là et de mon commentaire en disant, mais quel idiot, quel abruti, celui-là, il s'est trompé. Bon, là, malheureusement, début février, en fait, c'est pas mal ce que fait Guingamp, c'est pas une mauvaise saison. Là, à chaque fois, à chaque défaite, en plus la lourde défaite à domicile, on voit tout le monde remettre tout en question, etc. Mais effectivement, dans cette saison, on voit le niveau moyen, il est plutôt correct de Guingamp. Mais ce qui est énervant, c'est que, voilà, t'arrives pas à faire le petit truc là en plus. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'est dû aux joueurs, au staff, au coaching, aux adversaires, au manque de réussite parfois aussi? Il y a aussi, c'est vrai, les adversaires qui, comme le PFC et Concarneau, qui sont venus avec un bloc très bas. On sait que Guingamp a souvent du mal à déjouer ce genre d'équipe. Et bon, c'est simple pour personne, hein, d'ailleurs, à chaque fois d'être confronté à un bloc bas qui pique en contre-attaque et tout ça. Mais bon, il n'empêche que c'était pas forcément le cas contre Rodez. Ça n'a pas gagné non plus. Et contre Annecy, dans un contexte pour le coup particulier, avec le premier carton rouge, puis le deuxième. Bon, c'est vrai que c'était un peu bizarre quand même, mais c'est une série qui perdure. Et puis, dernière chose qu'on a noté aussi dans l'intervention de Dumont, c'est faire en sorte de s'en servir de ce qui s'est passé là, de cette lourde défaite. Moi, j'ai en souvenir, on va voir si on a le même, une lourde défaite à Roudourou qui a été, alors, peut-être un électrochoc, ou en tout cas après laquelle la saison n'a plus du tout été la même. Est-ce que tu vois de quelle défaite je parle? J'en dis le 7-2 contre Nice 2014? Non, je parle d'un truc en deuxième partie de saison. Deuxième partie de saison. Plus récent. Plus récent. Lourde défaite à domicile. Ouais, c'est pas un quiz, il n'y a pas de points, il n'y a pas de chrono. Non, je vais t'aider, on va aller vite. Le 5-0 contre Clermont, avec un but d'Iglesias, c'est en mars, début mars 2021. On n'est franchement pas bien, je crois qu'on est barragiste à ce moment-là. 5-0, Clermont qui s'amuse. Et d'ailleurs, je crois qu'on a eu un carton rouge à la mi-temps, juste avant la mi-temps, Brian Pelé, par Brian Pelé. Et après ça, on a dû perdre quoi, 2-3 matchs seulement, et il y a eu beaucoup de victoires sous Bompard. Donc, on espère que l'exemple là sera suivi
par les Guingampais, que cette défaite serve un peu d'électrochoc. On a fait long, mais voilà, on a essayé de débriefer un petit peu tout ça, de vous donner les clés, chers amis. Là, on va vous en donner d'autres pour aller en Corse, peut-être, pour voyager. Aller à Ouais. Ajaccio. Présentation de l'adversaire, Gaëtan. Cette équipe d'Olivier Pantaloni, qui sera notre Ouais, adversaire. la CA qui est juste devant Guingamp déjà au classement, hein, 8e avec 1 point de plus, 33 points. Ajaccio qui est invaincu à domicile. On dit souvent que c'est dur d'aller gagner en Corse. Bon, bah, ça l'est très clairement cette année. 7 victoires et 4 matchs nuls à la maison pour Ajaccio. Et si on remonte un peu plus loin, la dernière défaite d'Ajaccio à domicile en Ligue 2, c'était le 12 mars 2023. Alors l'année dernière, ils étaient en Ligue 1. Hein. Mais la dernière défaite, c'était contre Bastia 1-0. Ça fait 16 matchs en Ligue 2 sur donc 2 saisons chevauchées que Ajaccio n'a plus perdu au stade François Coty. Donc Non, très forte pas solidité. François Coty. François Coty. François Côte. Mais bon, nous on est bretons. Le stade François Coty, ouais. Donc Ajaccio qui est très, très solide hein, à domicile, qui cette année l'est particulièrement en effet en grande difficulté à l'extérieur, mais voilà, à la maison, vraiment, vraiment très, très fort. Ça avait démarré timidement avec des matchs nuls, mais là maintenant il y a quand même pas mal de victoires qui sont enchaînées. Il y a aussi l'importance du premier but face à Ajaccio. Ça, ce sera peut-être une clé assez cruciale dans le match parce qu'Ajaccio n'a jamais gagné après avoir concédé l'ouverture du score. 7 défaites et 2 matchs nuls, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Jamais concédé, jamais gagné après avoir marqué en premier. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller chercher Stéphane là-dessus. Dumont met 7 attaquants au coup Ouais, d'envoi. c'est ça. Premier quart d'heure, on donne tout. Allez hop. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de défaites en plus. Hein. Il y a 2 nuls lorsqu'Ajaccio a pris le premier but, 7 défaites. Donc Ajaccio n'aime pas être mené au score. Alors pour le coup, quand ils ouvrent le score, les Ajacciens, ils ont aussi parfois tendance à gagner le match 1-0, 2-0, à être très solides hein, quand c'est eux qui marquent en premier. Là, bon, si Guingamp arrive à ouvrir le score, ça peut peut-être bien se passer. Et puis l'autre point, ben, alors là, c'est pas forcément lié à la saison d'Ajaccio, mais c'est un peu la tendance sur les confrontations aussi avec en avant, c'est que ben, Guingamp n'a plus perdu depuis 11 matchs contre Ajaccio. La dernière défaite, tu t'en souviens, Pierre? C'est pas le jour où il y a l'orage sur l'avion en Ouais, 2008? c'est Ouais. ça. Le 7 novembre 2008, c'était en Ligue 2 déjà, et c'était Julien Vial et Cheikh Diabaté qui avaient marqué pour Ajaccio, Yoann Rivière pour Guingamp. Et Guingamp avait perdu 2-1. Depuis, il y a eu des matchs en Ligue 2, des matchs en Ligue 1. Et Guingamp, surtout, j'ai cru voir également en regardant les confrontations qu'on doit rester sur 3 ou 4 victoires de suite là-bas. oui, parce qu'il y a la victoire, la dernière 1-0, il y a 2 saisons avec le but Du volant. de Livolan. Ouais. Il y a l'année d'avant, c'était justement après la défaite 5-0 contre Clermont. Guingamp va gagner 2-0 à Ajaccio. C'était la première victoire de Bompard d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait. Il y a eu en Ligue 1 13-14 Ouais, victoire et 2-1. en Ligue 2 2009 avec le but de Grax. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 4 victoires de rang, en effet, depuis cette défaite en 2008. Guingamp a toujours gagné à Ajaccio et a aussi accroché des points à domicile, évidemment. Regarde-moi cette transition toute trouvée vers notre vers notre quatrième partie. On va juste faire ça comme ça. Regardez. Et ben voilà. Voilà. Le maillot. Alors ça, c'était un match à Ajaccio, à François Côte, Ouais. mais c'était pas contre Ajaccio, c'était contre l'Île Rousse. Le maillot, regardez. Alors numéro 17, lui, il avait son vrai numéro. Parce que jusqu'en quart, je crois qu'à l'époque, on n'avait pas les vrais numéros, mais là, c'était le vrai. Tu t'en souviens? Ouais, Rachid Alioui. Voilà, numéro 17 d'en avant, qui avait porté ce maillot donc en seconde période. Il était entré en cours de match. Et la particularité donc de ce maillot, c'est que les supporters avaient un peu grogné en voyant ça. C'est que Guingamp avait joué couleur Stade Brestois 29. Voilà, en rouge et blanc. Alors quand même avec le logo, etc. Parce qu'en fait, c'est Michel Baudiou, l'intendant de l'époque, qui m'avait expliqué ça. C'est Patrick, l'équipementier, qui avait envoyé ce genre de maillot pour jouer comme ça en Coupe de France, parce que c'est arrivé pareil cette année, vous savez, avec le maillot par exemple contre Rennes, l'équipementier Umbro, et là donc Patrick, fournit des maillots qui sont déjà floqués aux équipes. Et en fait, là, par exemple, je crois, j'emploie un petit peu le conditionnel, je manie ça avec des pincettes, mais si Guingamp avait voulu, par exemple, jouer contre Rennes avec son maillot de domicile de cette saison, avec la bande noire comme ça, il aurait fallu commander 1000 pièces. Donc, tu vas pas commander 1000 pièces vierges,
faudra tout floquer, etc. Donc voilà, il y a des maillots, ce qu'on appelle un peu des templates, en tout cas des maillots simples qui arrivent vierges. Et donc les clubs floquent avec, vous voyez, en Coupe de France, ce sont les sponsors de la Fédération française de football. On avait Pitch aussi à l'époque, en 2009, là on avait PMU. Et voilà, et surtout ce modèle-là, en fait, c'était le modèle de maillot de Guingamp de l'année précédente en Ligue 2. Parce que vous savez, l'année de Ligue 1 13-14, c'était le scapulaire qui était ici sur les maillots rouges et les maillots blancs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en finale 2014, Guingamp joue avec le maillot extérieur de l'année précédente, en blanc et noir. Donc voilà la petite histoire. Bon, on a sauté l'étape 2 jusqu'à l'étape 4. Vous voyez dans la petite échelle là, qui est en bas. Ting, on fait un petit saut en arrière. La partie 3, Gaëtan. On passe donc au podcast. Pas d'interview d'anciens comme on a pu le faire ces derniers temps, notamment avec Steven Pinto-Borges. Mais là, ce sont 2 anciens de Guingamp quand même qui nous racontent peut-être le match le plus dur, le plus épique de l'épopée 2014. On a fait l'épisode 1 sur Bourg-Perona-Guingamp avec Laurent Dos Santos. Oh, on menait 2-0 au bout d'une demi-heure, c'était tranquille. Là, ça a été beaucoup plus compliqué. Le scénario, et puis raconte-nous aussi ce qu'on a passé un super moment avec nos 2 invités. Ouais, c'était un super moment, un match dont on se souvient, je pense, pour beaucoup de Guingampais, parce que c'était un match vraiment où on a eu la sensation que Guingamp allait sortir, hein, très clairement, lorsque Concarneau a mené dans la prolongation. Donc, Guingamp avait très vite réussi à renverser le cours de la rencontre, mais c'était vraiment pas passé loin. Et voilà, on était encore loin d'imaginer aussi que 3 mois plus tard environ, Guingamp serait au Stade de France pour la finale. Donc ouais, c'était un moment particulier. Et puis oui, quelques années plus tard, on se rend compte que voilà, il y avait Stéphane Quimper à l'époque à Concarneau qui est passé par Guingamp. Et puis il y avait quelques anecdotes croustillantes aussi avec Cédric Forêt que vous pourrez retrouver évidemment dans l'ensemble du podcast. Ouais, allez, on va commencer donc par vous diffuser les 5 premières minutes de ce podcast. C'est maintenant. 21 janvier 2014, le traquenard de Concarneau. C'est sans doute le match le plus dur de l'épopée vers la 2e étoile guingampaise. Stade Guy Piriou, sous la pluie, le vent, le froid, une pelouse terrifiante. Concarneau CFA reçoit Guingamp Ligue 1. 4 jours avant d'accueillir le Paris Saint-Germain, la troupe de Gourvenec se retrouve embourbée en plein piège dans le Finistère. Et pour revenir avec nous sur cette rencontre, nous avons un Guingampais de l'époque avec nous, Cédric Forêt, bonjour. Bonjour. À ma droite, un Concarnois, ex et futur Guingampais, Stéphane Quimper, bonjour. Bonjour. Et en témoin privilégié également, notre Gaëtan Pinel national. Salut Gaëtan, est-ce que tu avais comment t'avais suivi le match toi ? Salut les gars. Mais moi j'étais en tribune, j'étais au match non loin du poste commentateur où tu étais toi Pierre, j'étais en fait dans le milieu de la tribune du stade Guy Piriou, la grande tribune en fait comme on peut l'appeler, celle où il y avait des sièges quoi. Noyé par la furia concarnoise, un long moment de ce match. On va commencer ce podcast les amis par un petit quiz. On va voir avec Cédric qui était titulaire pour ce match-là, si tu es capable de me retrouver les joueurs qui t'entouraient ce jour-là. Parce qu'on a fait un premier podcast sur le 32e de finale à Bourg-Perona, c'était quasiment l'équipe de la finale. Et là, ça ressemble pas du tout à l'équipe qui ira au Stade de France. Est-ce que tu es capable de t'en souvenir, Cédric ? Il y avait dans les buts, c'était Samassa. C'est bon. À droite, Guillaume. C'est ça ? Non, c'était Baïsama Sanko. Baïsama Sanko. Ah oui, Guillaume, c'est avant. Non, Baïsama Sanko. À gauche, c'était notre Portugais international, Jonathan. Perdu, c'était l'autre Portugais, Laurent Dos Santos. Ah ouais, mais bon. Dans l'axe, bon, c'est bon, là, je vais plus perdre alors. Dans l'axe, il y avait Tov Karbrat avec Jérémy Sorbon. Milieu de terrain, il y avait Fatih. Il y avait Thibaut et il y avait Lionel Matisse. Il y a une faute. Fatih. Thibaut Girest n'était pas là. Matisse Attic, c'est bon.
À côté de Matisse dans l'axe, un joueur qui prenait Après, beaucoup de cartons. On avait joué avec, j'en avais joué avec deux attaquants, avec Yat et moi. C'est ça. Et à gauche, donc c'était Mandane et à droite, Claudio Bovu. Alors non, tu avais Fatih Attik à droite, Ladislas Douniama à gauche et avec Ouais. Matisse, tu avais Mousse Diallo dans l'axe. Ah, Donc c'était vraiment une équipe, alors non pas expérimentale, mais un petit peu remaniée parce que notamment c'était un mardi soir. Il y avait le PSG qui arrivait 4 jours après, donc voilà, il y avait eu du temps de jeu un petit peu pour tout le monde. Stéphane Quimper, notre concarnois de l'époque, est-ce que tu es capable de me retrouver, alors peut-être pas le 11, mais en tout cas une bonne partie de l'équipe qui avait joué pour l'USC? Ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. Dans les buts, il y avait Ivan Seznek. Ouais. Guillaume Gégous, je crois qu'il était à gauche. Non, c'était Karim Semam, Oui. à gauche. Dans l'axe, ça devait être Grand Janez et Mathieu Viel. C'est bon. À droite, c'était qui, latéral droit? Latéral droit. Tu as le Joker Gaëtan Pinel, hein, si tu veux. Ouais, je vais dire Gaëtan Pinel pour celui-là. Et alors, c'était qui à droite? Attends, Concarneau, je réfléchis. T'as dit, attends, à gauche, tu l'as cité, hein, celui de gauche. Ouais. C'est Mam. Ouais. Ouais. Karim Semam. Donc, Thomas Coty? Non. Non. Ah, c'était Maxime Toupin. Ah Oui. ouais, Maxime Toupin. Maxime Toupin, en 6, on devait avoir... Oh mince, comment mince. Il y a Maxime Toupin, en 6... Ah, j'ai un trou. Fais les autres au-dessus, si tu veux. Ouais, je sais qu'il y avait Kylian Gargam, ailier droit. Ailier gauche, c'était qui? Je sais... Oh là là, je sais même plus qui j'ai remplacé. Devant, il y avait Gourmelon et peut-être Corée. Non, Corée était blessé. C'était le grand absent du jour. Ah, qui c'était alors? Bon, je vais t'aider. Ouais. Il y avait Thibaut Cinquin aussi dans l'équipe. Thibaut Cinquin en 6. Maël Ouais. Lilien, ancien de Maël, Guingamp. comment j'ai oublié? Eh ben voilà. Désolé Maël. On va lui envoyer. Guillaume Gégous, Jérémy Drouglazette et Sokin Ziga. Ah, Soki Nzinga, ouais. Ouais. Et alors par contre Gargam, il n'était pas titulaire. Il était entré et on va beaucoup en parler. Hein, de il ce n'était pas qu'il- titulaire? Eh Je non, souviens. eh non. Il est entré à la 61e minute de ce match fou. Gaëtan, on rappelle un peu les conditions de ce match. Donc c'est un 16e de finale de Coupe de France. C'est un moment dans la saison où Guingamp n'est pas super en Ligue 1. Il y a pas mal de matchs sans victoire en championnat. La Coupe, c'était vraiment un petit peu la bouffée d'oxygène à ce moment-là. Oui, parce que Guingamp vivait sa première saison de Ligue 1, hein, c'était le retour à l'époque. L'hiver, c'est vrai, avait été un peu plus compliqué. À partir même, je crois, de mi-octobre, début novembre, ça avait commencé à être un peu plus difficile. Et il y avait eu la Coupe de France, ouais, qui avait fait du bien. Il y avait le match à Bourg-en-Bresse déjà en 32e. Celui-là à Concarneau, même s'il avait été extrêmement dur. Mais ouais, ça permettait d'avoir un peu de victoire, parce qu'en Ligue 1 à ce moment-là il y en avait assez peu. Il y avait des nuls et pas mal de défaites quand même. Je me souviens de Bordeaux par là, des nuls à Valenciennes, Toulouse. On prenait un peu moins de points sur cette période. Ouais. Voilà, stop, on s'arrête là. Juste les 5 premières minutes. Le podcast, il doit durer 1h10. Il sera disponible ce dimanche pour, espérons-le, surfer sur la vague du succès à Ajaccio. Mais c'est vrai que quand on pense à 2014 et aux écueils qu'on a pu connaître, il n'y en a pas eu beaucoup dans ce parcours, mais on pense à Concarneau. Tandis que sur la Coupe de France 2009, on a failli passer par la fenêtre, se faire tomber la Vitréenne, Saint-Omer, etc. Là, il n'y a eu que Concarneau, mais on a quand même eu beaucoup de frayeur sur ce match-là. Donc, le podcast sera disponible sur les plateformes à la Guingampaise, sur Apple, sur Spotify, Deezer et à laguingampaise.com, notre site internet où il y a également la boutique. Vous l'avez vu 14 fois déjà dans cette émission avec nos jolies tasses. Voilà, donc c'est avec Cédric Forêt, Stéphane Quimper, et puis des interventions également inédites pour Jocelyn Gourvenec, qui va intervenir plusieurs fois dans ses podcasts pour vous raconter soit des anecdotes, soit son ressenti sur la rencontre 10 ans après. Et puis là, il y aura aussi un extrait qu'on a ressorti du podcast Samassa Yatabaré, où les deux se souvenaient très très bien de cette soirée en enfer à Guipiriou. Gaëtan, on passe à la rubrique Vintage maintenant. Alors là, on a déjà parlé d'anciens matchs, mais là, on va aller encore plus loin dans le temps parce que après le match contre Annecy, on s'est posé la question à quand remonte
la dernière fois où Guingamp s'est retrouvé à 9 contre 11. Et là, on salue Christophe Gauthier, parce que c'est lui qui nous a trouvé la réponse. Alors, on ne sait pas si c'est la dernière fois à domicile, mais en tout cas, c'est celle dont on se souvenait le plus facilement. Ce fameux Guingamp-Guignon, terminé dans une ambiance de révolution guingampaise à Roudourou. Oui, avec Georges Cadieux, on va s'intéresser justement à un Guingamp-Guignon. Alors, c'était à la fin du siècle précédent. Guingamp avait là aussi terminé à 9 à Roudourou. Au-delà des expulsions, il y avait eu aussi quelques autres éléments dans cette soirée qui avaient provoqué la colère dans les tribunes. On va tout de suite écouter Georges Cadieux qui était au commentaire du match à l'époque pour France Bleu Brésil. Georges, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour revenir sur un match qui alors a marqué l'histoire d'en avant, peut-être pas, mais qui reste un petit peu dans les annales par rapport à un scénario cocasse. Guingamp avait fini à 9 le 22 novembre 98 contre Guignon, à 9 comme samedi dernier face à Annecy. Est-ce que tu as des souvenirs de cette rencontre ? Alors j'ai des souvenirs un peu recomposés parce que là c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent plus connaître, hein, c'est même le siècle dernier. Et effectivement c'était contre Guignon. Et Guignon ça a souvent été un peu une petite bête noire pour en avant. Hein. Guingamp était peut-être plus à l'aise contre les plus gros calibres. Guignon c'était une équipe qui était toujours très difficile à jouer et surtout une équipe avec un esprit particulier. C'est un peu comme Lens ou Sochaux, hein, un club ouvrier, les forgerons de Guignon. Et c'est vrai que ce soir-là, en avant on contrôle le match, on se dit que il n'y a pas de problème, ils vont l'emporter. Il ne faut pas oublier qu'ils venaient de redescendre en Ligue 2, hein, ou en D2, comme on disait dans le temps, alors qu'ils avaient échoué en finale de la Coupe de France la saison précédente, on s'en souvient. Et là, contre Guignon, bon, a priori, quand même, c'était un adversaire prenable pour une équipe qui avait annoncé la couleur, on veut remonter immédiatement. Et puis, paf, on tombe contre un Guignon qui a les crocs, on tombe sur un os, Guignon mène 1-0. Marek Józwiak, qui est toujours guingampais, notre ami polonais, eh bien, pour moi en tout cas, marque un but, parce que le ballon était rentré de 3 mètres ou 3 mètres 50, j'exagère peut-être un peu, mais à peine. Dans l'idée, c'était ça. Ouais. Et dans l'idée, c'était ça, donc il égalisait. Et puis, manque de peau. Il n'y a pas la VAR à l'époque. Bon, ceci étant, il paraît qu'elle est assez contestée par beaucoup. Et moi, je me déchaîne. Et c'est vrai que ça m'arrivait de partir en vrille, hein, comme tu le sais, ou comme les auditeurs le savent. Et c'est l'arbitre de la rencontre qui a un peu pris, là, je dois dire. Et manque de peau, pour lui, il s'appelait Monsieur Fraise. Alors, le jeu de mots est facile, mais qu'est-ce qu'il a à ramener sa fraise? Alors, je pense qu'en fin de match, je me suis quand même un peu excusé pour la famille de Monsieur Fraise qui éventuellement aurait écouté le match. J'étais à peu près tranquille, j'étais à peu près sûr qu'aucun personne de sa parenté n'avait suivi certainement le match. Encore que, sait-on jamais. Et c'est vrai que là, je suis un peu parti en vrille. J'étais un peu fou, c'est vrai, parce que franchement, il y avait égalisation. Le pire, le but donc n'est pas validé, 1-0 toujours pour Guignon. Ils étaient à 10 déjà, les Guingamp. Guingamp était à 10 depuis la 65e, et voilà. Cette action-là se passe dans les dernières minutes finalement. Et puis Guingamp finit à 9, puisque Reynald Thomas, le gardien en plus, ouais, hein, Thomas expulsé, et Sylvain Pratt, l'un des attaquants de Guingamp, expulsé. À 9, ils perdent 2-0 contre Guignon, et on sait qu'ils ne sont pas remontés immédiatement, les Guingampais. Il a fallu attendre encore un petit peu, et je pense que ce match a été, alors même si on était en novembre, c'est-à-dire assez tôt en saison, ça a quand même été moralement difficile à encaisser. Ouais, c'est ça, Guingamp qui avait été donc battu ce jour-là. 2 expulsions du même côté. Le gardien, c'est déjà un peu particulier. Sylvain Pratt aussi en fin de rencontre. Scénario quand même très bizarre, en plus avec ce but aussi refusé. Guignon qui met le deuxième sur la contre-attaque. À vivre à la radio, tu disais, vous pouvez partir en vrille sur ce genre de situation. Il y avait de quoi pour le coup.
Il y avait de quoi, d'autant plus que, bon, à Guingamp, c'était pas le genre de la maison d'avoir des cartons rouges à Tour-Larigot. On le sait, c'était pas une équipe réputée pour un jeu à la Domenech. Il y a d'autres clubs qui pratiquaient ce genre de football, c'était pas le genre de la maison. Et c'est vrai que ce soir-là, j'étais énervé, ça arrive. J'étais énervé et c'est vrai qu'il m'est arrivé à 2 ou 3 reprises un petit peu de péter les plombs. Et sans être comme mon ami Thierry Roland, je dis mon ami parce que il y a beaucoup de choses qui me séparaient de Thierry Roland sur bien des plans, mais j'avais fait sa connaissance et il gagnait à être connu. C'est-à-dire que c'était pas forcément uniquement le Thierry Roland de Monsieur Foot. Vous êtes, je ne dirais pas à l'antenne ce qu'il avait dit dans un match contre la Bulgarie, un match de l'équipe de France. Et donc, ou alors sur un arbitre tunisien, il avait sorti aussi des horreurs, Thierry Roland. Mais il gagnait à être connu. C'est-à-dire quand on le connaissait, c'était pas tout à fait le même que celui qui partait en vrille à la télé. Alors là, moi, à 2 ou 3 reprises, c'est vrai que je suis un peu parti en vrille. Mais bon, ça restait quand même bon enfant. Enfin, j'espère en tout cas. Ce match donc face à Guignon, défaite 2-0, c'était le 22 novembre 1998 et vous l'avez compris dans un scénario assez fou, l'expulsion de Ronald Thomas à la 65e, les 2 buts ensuite guignonnais de Kamar Sherrad et de Sylvain Floto et puis dans les dernières minutes c'est Sylvain Pratt qui avait été expulsé du côté de Guingamp. Match vraiment compliqué, difficile, avec un but refusé aussi illogiquement au Guingampais. Bon, un contexte vraiment particulier. C'était de la Ligue 2 aussi, à l'époque, de la D2, face à Guignon. Moi, je me souviens qu'à chaque fois, alors moi j'étais trop petit, je connaissais pas trop Guingamp à ce moment-là, mais à chaque fois dans les années suivantes où Guingamp était arbitré par Monsieur Fraise, je me souviens que soit ma famille ou d'autres personnes dans le stade, je les entendais dire « Ah, c'est encore ce Fraise là, il nous a marqué cet arbitre-là. » Pas par son nom, par ses prestations. Oui. Hélas. Hélas. Alors, voilà, pour cette partie, on remercie Georges Cadieux de nous avoir ouvert la boîte à souvenirs. D'ailleurs, Georges Cadieux, on parlait des podcasts tout à l'heure, vous pouvez retrouver également sur nos diverses plateformes, et notamment sur le site alaguingampès.com, un podcast que nous avions réalisé, c'était quoi, 2021, je crois, ou 2022, oui, ça, 2021, avec Georges Cadieux. Voilà, il y a des joueurs qu'on a interviewés, des entraîneurs, mais on voulait absolument faire le podcast avec Georges Cadieux. Et voilà, pour ceux qui l'ont connu, qui ont été bercés par sa voix, allez-y, prenez 1 heure, je crois peut-être même 2 heures, pour savourer les anecdotes, les souvenirs de notre Georges Cadieux préféré. Challenge Profit Roll, le quiz. C'est parti. C'est irrespirable. On rentre encore dans un tunnel d'émotions, les amis. 1 partout, on rappelle, pour le score. Après 4 manches, tu as gagné le premier, j'ai gagné le deuxième. Et sur les 2 quiz suivants, on a fait match nul, 1 partout. T'as pas une pièce, un truc pour faire le pile ou face, là? Hélas, non, j'ai pas ça. Hélas, non, qu'est-ce que je peux avoir, moi, dans ma petite sacoche? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, j'ai pas ça. Tiens, si, je vais mettre ça dans ma main. Alors, c'est une étiquette. Voilà. Tu vas me dire dans quelle main elle est, gauche ou droite? Ta main droite. Bonne réponse. C'est donc toi qui commence. Quiz, camarade. Je vais commencer. Tiens, on a parlé d'Ajaccio. Question pour 3 points. Je me demande d'ailleurs si tu l'as pas vu en travaillant ce petit truc. Je prends des risques, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que je m'auto-tue. Dans les confrontations, Guingamp-Ajaccio, il y a 3 joueurs guingampais qui ont marqué 3 buts contre Ajaccio, qui sont donc les meilleurs buteurs d'en avant contre Ajaccio dans l'histoire des confrontations. Qui sont ces 3 joueurs? Et attends, je mets un chrono, tu as 1 minute. Ouais, alors... 3 buts contre Ajaccio. Waouh, ouais, c'est pas évident ça. Non. 3 buts. Déjà. Tu vois, 3 buts avec Guingamp. Ah oui. Oui. Donc là, non, ça marche pas. Allez, je veux dire Tasfaout. C'est pas bon.
Pas bon. 30 secondes déjà. Euh, T'as donc plus droit Drogba. qu'à 2 propositions. C'est bon, Drogba. 2 buts à Roudourou, 1 but à Bastia d'ailleurs. Il y a un match qui s'était joué à Bastia Ouais. contre Ajaccio en début de saison. Euh, 15 secondes pour le dernier. Eduardo. C'est pas bon. 1 sur 3. Il y avait Fabrice Fiorez. Ah ouais. Et moi, j'avais les deux autres. J'avais Drogba et, on en a parlé tout à l'heure, Johan Rivière. 3 buts contre Ajaccio. Ah ouais. 1 à domicile en 2006, été 2006. Il a dû marquer l'année d'après aussi. Et il marque le match dont on parlait. la Ouais, dernière ouais, défaite, ouais, ouais. à François Côte. 2007-2008, il marque aussi. 2007-2008. Je me demande s'il oui, il égalise à la dernière minute. Il y a un partout. En début de saison, en 2007, on fait un partout. Il égalise à la 90e. Là, ça me revient maintenant. 2007. Ah oui. 07-08. Je me souviens, j'écoutais c'était Christophe là-bas, ouais. Gauthier, j'allais au cinéma après. C'est c'était absolument là-bas. inutile ce que je dis, mais je me souviens de ça. Exact. Bon, 1 sur 3, attention, il y a peut-être des cartes en main. Déjà danger, déjà danger. Question à 2 points. Lors de la dernière défaite de Guingamp à Ajaccio, donc en 2008-2009, 2 joueurs portant le maillot guingampais ce jour-là ont aussi joué à Ajaccio dans leur carrière. Lesquels? Et je mets le chrono aussi. 2 joueurs. J'ai pas le droit à l'erreur hein, sur les deux. Mais non. Donc 2008-2009, mets-moi 30 secondes, on va pas mettre une Ouais. minute. Parce que là, j'ai les deux en tête, mais je veux voir si je veux pas faire d'erreur. Attends, ils ont joué avant ou après? Non, ok. Ouais. Donc notre gardien en championnat, c'était Trévisan. Oui. Et là, j'ai un doute entre nos deux Brésiliens. Mais je crois que Felipe, il est blessé à ce moment-là. Donc je vais te dire Eduardo. Bonne réponse. Chou. Eduardo et Trévisan, tous les deux. Eduardo, c'était après son passage à Guingamp. Hein, et Trévisan, ça devait être entre ces deux passages à Guingamp. Oui, qu'il a c'est fait à ça. Ajaccio. Il joue au début des années 2000, il joue à Ajaccio. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais je vais te poser ça. Ce week-end, dimanche, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Je veux que tu essayes de me retrouver le dernier joueur passé par Guingamp qui a disputé une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et tu as 30 secondes. Oh là, c'est chaud. Ah bah attends, il faut bien se départager. Hein. Il a joué une finale de Cannes. Joueur passé par Guingamp. Ouais. Le dernier joueur passé par Guingamp qui a disputé une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais il te reste 12 secondes. 10. 5. 3. 2. Drogba. 1. C'est pas bon. C'est Bakary Koné. Avec Burkina Faso 2013. Le Nigeria avait battu les joueurs burkinabés avec Bako Koné en défense. Deuxième question pour ma pomme, Gaëtan. Voilà donc maintenant un CV à retrouver. Ah, je t'ai mis un CV aussi à la fin. Incroyable. Ça se trouve, on a le même joueur. Ce joueur, je pense pas. Vas-y, on va voir. Ce joueur est passé par Nice. Attends, je note. J'ai combien de temps pour trouver? Rien à voir avec Ajaccio. Hein. Okay. C'est vraiment un joueur choisi. Vas-y. Comme ça. Nice, Guingamp, Cannes et Nîmes. J'ai combien de temps? J'ai le chrono sous les yeux, je peux le lancer. Hein. 40 secondes, allez. 40 secondes. Attends. Nice, Guingamp, Cannes, Nîmes. Il reste 15 secondes. Je suis sûr c'est un mec fin des années 90, début 2000. C'est un truc comme ça, non? Ouais. Oh la vache. 5 secondes. Non, j'ai pas. Je vais te dire... Terminé. Non, c'est pas lui. Je vois un attaquant. 2 places, mais c'est pas lui. Non, c'était Jean-Luc Vanucci. Ah la vache, tu vois, j'étais dans le bon truc. Non, j'aurais jamais trouvé. T'étais dans la bonne période, mais c'était pas le bon joueur. Ça fait quoi, 2-1 là hein? 2-1, ouais. Non, donc là, tu peux égaliser. Au mieux. Au mieux. Donc après, moi, il me resterait une balle de match, on est d'accord? Oui,
Ouais. CV, il est beaucoup plus long que le tien. Montpellier, Guingamp, Lorient, Ajaccio, Lorient, Pantrakikos. Attends, je finis. PAOK, Apollon Limassol, AL Limassol, Trikala, Kavala, Megas Alexandros, Nikos Aliagas, Saint-Joseph. C'est ça. Bertrand Robert. Bonne réponse, de partout. Ouais, je voulais te faire un mec qui avait joué à Ajaccio. Ajaccio, ouais, c'est vrai qu'il a un parcours bizarre. Enfin, bizarre. Beaucoup de clubs, là, après, en Grèce et tout. Beaucoup bougé. Et ouais, Bertrand Robert. Bon, j'égalise, du coup, il a joué 13 matchs à Ajaccio et je crois de tête 105 à Guingamp. Bon, à balle de match. Oh là là, les Pierrot. Alors, attends, il y a combien de points? Il y a 2 points, là. Il y a un seul point. Attends, il y avait... Ah oui, il me manque. Ah oui, bah non, il y a 2 points, pardon. Il y a 2 points. Il y a 2 points. Faut juste que pour. Ah oui, parce que je ne l'avais pas noté, d'ailleurs. Attendez, je fais au montage, on fait une petite coupure. Tac, on reprend. Bon, pour tout vous dire, il a cherché pendant 1h20, sa deuxième. 1h20. Non, j'avais donc mes 2 points, mais oui, qui n'étaient pas bien notés. Demain, ce sera le 100e match de Stéphane Dumont en Ligue 2, avec en avant, donc. Lors des 99 premiers, combien de buts en avant a-t-il marqué et concédé à 5 près pour chacun des deux? T'es un malade, toi. Ah bah attends, le truc de la CAN. Ouais. J'ai combien de temps là? Ah là, t'as allé 1 minute. 1 minute. Ok. À 5 près. Il y a plus de buts inscrits qu'encaissés. Pas d'indice. Ok. Je vais te donner 118 buts marqués. Je vois à ta tête que j'ai pas bon. T'as un petit sourire dans tes yeux. Ah non, j'ai pas dit ça. 15 secondes. Et 93 buts encaissés. Eh bien, t'es complètement à côté de la plaque, mon ami. Ah, bah, 133 marqués. Ah ouais, en Ligue 2? Oui. Ok. Et 119 encaissés. Ah, c'est fou, ça. Ouais. Ah ouais, je suis bête en plus que 93, ça fait moins d'un but par match. Mais non, c'est pas... Ouais, ok. ouais. Et là... Attends, répète les réponses. 133 marqués. Ouais. Et 119 encaissés. Ouais, donc il y avait bien plus de buts marqués. Il y a plus de buts marqués. Ouais. Okay. Quand t'as dit 118, je me suis dit, s'il dit encaissé, c'est bon, à 5 près, c'était bon. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est pour ça que j'ai vu dans tes yeux, il y a eu un truc. Je te connais, toi, petit père. Bon, c'est pas possible. De partout. Match nul encore. De partout, match nul. Mais comment c'est possible? On va jamais y arriver. Ça fait 3 nuls de. Tu vois, c'est comme élever le niveau. C'est comme Guingamp, tu vois. On n'arrive pas à passer l'étape supérieure. Bon, bah voilà, en tout cas, merci Gaëtan pour tes questions. Merci à vous toutes et à tous de nous suivre. Nous envoyer aussi des petits messages, des commentaires après les émissions. N'hésitez pas à liker également, à mettre un petit j'aime sur les vidéos YouTube et à vous abonner parce que c'est comme ça que l'on arrivera à perdurer dans le temps. Demain donc, Ajaccio-Guingamp, match à 19h. Prise d'antenne, Gaëtan. 18h45. Allez, superbe. On fait comme ça. Eh bien, un bon match, ramène-nous une victoire parce que moi, domicile, j'y arrive plus. Donc, voilà, je prends l'entière responsabilité de cet échec. À demain. Ciao, ciao. À demain, ciao.